Bonjour à tous et bienvenue sur Direct Gestion. Je suis en compagnie de Jean-Louis Mourier, économiste chez Aurel BGC, ainsi que Philippe Béchade, rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Bonjour messieurs. Alors, première séance de l'année, ce qui s'annonce, on va dire, on en a déjà parlé ce matin, qui s'annonce un petit peu animé. On a de fortes chutes sur les bourses européennes suite évidemment à la contraction de l'activité chinoise. On va en reparler. Tout d'abord, j'aimerais qu'on revienne sur la zone euro. La zone euro, c'est, on va dire, la zone à privilégier, en tout cas c'est ce que disent tous les gérants, la zone à privilégier c'était déjà en 2015, encore en 2016. La croissance repart, mais elle est molle. L'alignement des planètes est toujours présent, mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'on en parle un petit peu moins de cet alignement des planètes. Alors vous Philippe, est-ce que vous pensez quand même que 2016 pourrait être encore l'année pour la zone euro ? Si la BCE continue d'administrer le prix des actifs, pourquoi pas, on continue. D'ailleurs, c'est le souhait de la plupart des gérants. Comme tout est relatif, pourquoi privilégier l'Europe? Parce qu'elle apparaît aujourd'hui moins chère que le marché américain. La zone émergente, on ne la voit évidemment pas revenir en force, faire un comeback extraordinaire, surtout après ce qu'on a vu ce matin en Chine. Enfin bon, les chiffres sont sortis ce week-end, mais c'est ce matin que la Chine inaugure une nouvelle procédure, c'est-à-dire que lorsqu'on passe les 7% à la baisse, on arrête tout, on débranche, on ferme la bourse. Mais quand on regarde le graphique ce matin, si on n'avait pas fermé la bourse, je pense qu'ils étaient partis pour du moins 15, moins 20. Donc ils ont peut-être effectivement bien fait. Mais ça prouve en tout cas que l'année 2016 risque de toute façon d'être volatile. Même si l'Europe apparaît la meilleure zone, aujourd'hui c'est ce que tout le monde pense, et comme vous le savez, un gérant il est là pour se couler confortablement dans un consensus, pas pour faire le fanfaron un petit peu comme moi, parce que moi j'ai ma liberté de parole et je ne gère pas l'argent des autres, mais voilà, aujourd'hui le consensus est celui que vous citez. Est-ce qu'il est pertinent? L'avenir nous le dira. Et ce sera pertinent uniquement si la BCE garde le contrôle. Si elle ne garde pas le contrôle, aucun marché ne peut tenir sur les niveaux de valorisation actuels. Jean-Louis Mourier, donc économiste chez Aurel BGC, vous estimez qu'en 2016, on pourrait avoir un retour d'une croissance peut-être plus soutenue, avec également plus d'investissements en zone euro? Je crois que la croissance en euro, elle est solide aujourd'hui, au sens où le risque de rechute de l'activité est relativement faible. En revanche, il ne faut pas compter sur une accélération significative de l'activité. C'est-à-dire, c'est un peu ce qu'on a vu tout au long de l'année dernière. On a eu une espèce d'enthousiasme un peu trop fort au premier semestre, avec tout le monde qui révisait à la hausse ses prévisions de croissance en zone euro. Ça s'est largement estompé dans la deuxième partie de l'année et en fin d'année, avec quelques indicateurs un peu moins bons et des craintes d'impact négatif de ce qu'on voit dans les émergents, notamment en Chine. Vous le disiez tout à l'heure à propos de ces enquêtes qui restent mal orientées dans l'empire du milieu. Mais pas d'accélération. Après, la nature de la croissance, effectivement, on tape sur un petit peu plus d'investissement, une consommation qui reste solide, mais toujours une contribution extérieure qui va rester erratique pour le moins et globalement sur l'ensemble de l'année relativement faible. Donc oui, croissance, mais pas d'accélération très très forte. Après, comment on justifie ce que disait Philippe Béchade, que la zone euro est aujourd'hui privilégiée par tout le monde? Parce qu'on se rejoint un peu le scénario de 2015 en fait. C'est surperformance de la bourse européenne, parce que c'est la zone de relativement bonne surprise par rapport aux autres, notamment par rapport aux émergents, mais aussi par rapport aux États-Unis qui ont une croissance structurellement plus faible qu'elle a été dans le passé. Mario Draghi a déçu les marchés en décembre, en n'allant pas dans la surenchère dans son quantitative easing. Est-ce que vous estimez qu'il va devoir aller plus loin cette année, parce que finalement c'est lui qui tient un petit peu la barque sur la zone euro? Il y a plusieurs éléments. Alors, je crois que la BCE, à l'exception peut-être de M. Draghi et d'un ou deux autres, est moins sensible au marché financier que peut l'être le Fed aux États-Unis. Ils regardent évidemment, ça fait partie de leurs préoccupations, mais c'est moins important pour eux que ce que ça peut l'être pour les banquiers centraux américains. Donc qu'est-ce qu'ils vont regarder? Ils vont regarder l'évolution de l'inflation, qui reste très très faible, on est d'accord, il n'y a pas de risque d'accélération marquée des prix. En revanche, dans les préoccupations de certains membres du comité des gouverneurs de la BCE,
on a une inflation qui était négative il y a 3 mois et qui progressivement remonte un petit peu avec un effet négatif de la baisse, de la poursuite de la baisse des cours du pétrole qui est moins fort. Donc ça, c'est un élément qu'ils vont regarder. La croissance qui les a beaucoup inquiétés, le discours des banquiers centraux européens a été beaucoup plus rassurant ou rassuré ces dernières semaines. C'est-à-dire que la faiblesse, l'espèce de déception qu'ils ont constaté cet été s'est un petit peu dissipée. Ils sont aujourd'hui relativement confiants sur le fait que la croissance va rester d'actualité, même s'ils ne tablent pas comme beaucoup sur une accélération forte. Donc les raisons d'aller plus loin hors marché financier ne seront peut-être pas très importantes. Et en plus, il semblerait qu'il y a 2 alternatives dans la déception du mois de début décembre. C'est globalement, est-ce qu'ils n'ont pas fait plus parce qu'ils ne peuvent pas faire plus, ou est-ce qu'ils n'ont pas fait plus parce qu'il y a une opposition interne très forte à ce que voulaient les messieurs Praet, Draghi et compagnie. Vous pensez, vous, Philippe, qu'il y a un risque de déflation en zone euro, à l'instar de ce qu'on a vu au Japon, même si Shinzo Abe dit que maintenant on est sorti de la déflation au Japon? Le risque, dans la mesure où on est devant un scénario déjà réalisé, il n'y a pas de risque, puisque la déflation, on y était. Maintenant, il faut voir ce qu'on appelle de la déflation. Si on exclut des indices tous les éléments volatiles, à ce moment-là, effectivement, on va se retrouver avec une inflation nulle à négative. On sait que la Chine exporte de l'inflation. On sait que les multinationales, quand elles trouvent trop cher la Chine, vont aller chercher ensuite en Inde, au Bangladesh, en Afrique, des producteurs moins chers. Donc on sait que le capitalisme, par essence, est déflationniste. Maintenant, si l'on a un rebond des matières premières, du pétrole, autant d'éléments sur lesquels les banques centrales n'ont absolument aucune prise. Elles regardent, comme dit Jean-Louis, mais elles n'y peuvent strictement rien. Donc là, c'est quelque chose qui leur échappe, ce n'est pas leur politique monétaire qui fait qu'il y aura plus ou moins d'inflation par les matières premières ou par l'énergie. Et ça, on peut très bien avoir en 2016, pour des raisons géopolitiques, au moins une remontée du coût des matières premières. Et je dirais que celle-ci arrangerait, je pense, à peu près tout le monde. Alors ensuite, est-ce que collatéralement, cela signifie qu'il y aura des événements tragiques au Proche-Orient? Il est évident que ça doit être considéré. Mais d'un point de vue purement économique, l'inflation peut effectivement revenir, non pas par les coûts de production salariaux dans les pays où structurellement on continue de les maintenir très bas, mais c'est vrai que par les matières premières, il n'est pas impossible que cette inflation revienne et alimente peut-être chez certains membres de la Fed l'idée que si on se projetait 2-3 ans plus loin, 2-3 ans en avant, on pourrait se retrouver avec des niveaux d'inflation qui sont bien supérieurs à ceux que l'on anticipe aujourd'hui encore, et nettement supérieurs évidemment à la forward guidance des taux qui sont autour de 0,75 à 1% à fin 2016. Or, si on se retrouvait à fin 2016 avec des projections d'inflation nettement supérieures à 2, la Fed pourrait se retrouver contrainte de respecter quelque part sa propre logique, qui est de dire qu'il faut quand même que le niveau de taux soit en adéquation avec le niveau d'inflation anticipé. Ouais. L'euro-dollar, c'est aussi un élément qui va être à surveiller cette année. Aujourd'hui, on est aux alentours des 1,09 depuis un certain moment, depuis maintenant le mois de décembre. François Hollande avait même dit que c'était 1,010, 1,10, c'était un niveau qui était satisfaisant pour l'économie européenne. Est-ce que vous estimez, vous, qu'il y a un risque que la paire baisse plus, qu'on puisse arriver, comme certains l'ont dit, à la parité? Je crois que la tendance à l'appréciation du dollar devrait se poursuivre. Maintenant, comme on l'a vu en 2015, ce ne sera pas un long fleuve tranquille, ce ne sera pas un chemin, une évolution, ce ne sera pas sans chaos en fait. Donc, c'est d'ailleurs l'une des explications des attentes de surperformance encore des bourses européennes sur les bourses américaines. Parce que si vous regardez ce qui s'est passé en 2015, vous expliquez la quasi-totalité de la surperformance de l'Eurostoxx sur le S&P 500 par l'évolution de l'euro-dollar. Donc on est un peu dans le même schéma pour 2016, toujours pour la même raison.
c'est-à-dire que même si la croissance en euro est plus solide, elle n'accélère pas de manière significative. Et puis on a enfin cette divergence de politique monétaire dont vous parliez tout à l'heure, qui se met réellement en place. Et ça peut engendrer, Philippe le disait tout à l'heure, pas mal de volatilité dans le courant de l'année, parce qu'on va avoir des anticipations de rythme de hausse des taux aux États-Unis qui vont évoluer au gré des indicateurs économiques américains, et notamment de l'inflation. Vous n'avez pas d'inflation salariale. Aux États-Unis, il commence à y avoir quelques signes quand même d'accélération encore modérée des salaires, et surtout dans un contexte où la productivité baissant, on n'est pas sur un ralentissement de la productivité, mais sur une baisse de la productivité, les coûts salariaux unitaires des entreprises accélèrent fortement. Et ça, c'est une source potentielle d'inflation. Ça dépend comment elles peuvent y répondre. Vous, sur l'euro-dollar, vous estimez également quelles sont vos perspectives? Les perspectives vont dépendre d'abord, maintenant, dans le contexte de ce début d'année, de l'environnement géopolitique. C'est-à-dire que si une tension survient, le dollar retrouvera quelque part son rôle de refuge. Alors peut-être pas de façon aussi classique, c'est-à-dire que l'Amérique est le sanctuaire. Non, c'est simplement parce que tous les actifs apparaîtront surévalués dans un contexte de risque. Et dans ce cas-là, le réflexe sera de se réfugier sur les T-bonds, ce qui supposera des achats de dollars. Ça sera purement mécanique, et ce sera une hausse du dollar par phénomène de rotation sectorielle au détriment d'autres actifs qui pourraient paraître plus risqués. Les banques centrales ont un rôle à jouer justement dans si on a ce renchérissement du dollar? On voit bien que la BCE pilote l'évolution de l'euro. C'est surtout par le verbe magique. Donc vous promettez monts et merveilles mi-octobre, et puis le 3 décembre, vous décevez, entre guillemets. Vous ne rajoutez pas une petite louchée supplémentaire de quantitative easing. Vous n'allez pas à 70 ou 75 milliards comme c'était anticipé. Et là, vous faites rebaisser le dollar par rapport à l'euro. Et la Fed, Jean-Louis, vous estimez qu'elle a peut-être un rôle à jouer? Oui et non. C'est-à-dire que la Banque centrale américaine n'a pas pour nous d'objectif clair en termes de change. En fait. C'est quelque chose qui les préoccupe par l'impact que ça a sur l'activité, par l'impact que ça a sur l'inflation, notamment l'inflation importée, mais ils ne cherchent pas à l'influencer directement. Mais il est clair, il est évident que les perspectives de politique monétaire sont le facteur explicatif le meilleur que vous puissiez trouver pour les évolutions de taux de change. Quand vous regardez les anticipations de politique monétaire telles qu'elles s'expriment sur les futurs de taux courts, vous avez exactement l'évolution des taux de change en fait. Bon, on va marquer une petite pause, messieurs. On va revenir donc dans une petite minute pour parler justement de l'allocation, d'où investir en 2016 vu ce contexte. À tout de suite. Quand on aime l'action, on se lance sans la moindre hésitation, le plus simplement du monde. On aime que ça avance. Mais pas à n'importe quel prix. Et on en veut toujours plus. Sur Bing.fr, la bourse en ligne, c'est simple, moins cher, performant et spécialement conçu pour les investisseurs actifs. Bing.fr, vous allez aimer l'action.